Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous retrouvons dans quelques secondes Marc Auburn pour ouvrir le dossier sur les extraterrestres. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Marc Auburn, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, pour ce troisième rendez-vous, nous allons évoquer un thème qui intéresse beaucoup d'auditeurs, c'est celui des extraterrestres. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans certains écrits, qui ne sont pas toujours exacts. Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Déjà, que peut-on mettre derrière le mot, le terme extraterrestre ? Écoutez, voilà une question bien posée. Mais c'est un peu comme si on parlait de l'espèce humaine. Il y a une très grande variété, bien plus grande encore que la variété dans l'espèce humaine terrestre. Quand on désigne le peuple des étoiles, c'est-à-dire les gens qui ont l'aptitude à voyager dans le cosmos, plus vite que la lumière, c'est pratiquement la bonne définition qu'on puisse prendre, la meilleure. On va désigner en fait un ensemble de personnes extrêmement différentes les unes des autres. Donc une immense variété qui comprend différentes espèces à différents stades de développement spirituel et technologique. D'accord. Alors comment avez-vous découvert la réalité extraterrestre, même si c'est une évidence pour beaucoup d'entre nous, hein ? Alors je vous répondrai en 3 points. Oui. Le premier point, c'est que j'ai été un témoin direct dans mon adolescence de présences lumineuses tout à fait inexplicables. Dans l'endroit où je vivais, dans le sud-ouest de la France, il y avait des manifestations assez fréquentes de présence d'ovnis, dont certaines étaient extrêmement évidentes. Je me souviens d'une histoire dans laquelle un jour un garagiste dans un petit village, qui était le premier à se lever, a vu un immense vaisseau de type cylindrique passer au-dessus de la vallée. Donc il était 5 heures. Le lendemain matin, 3 ou 4 personnes étaient dehors pour voir si par hasard ça allait se reproduire, et ça s'est reproduit. Et donc le 3e jour, on avait la moitié du village dehors. L'objet est passé toute la semaine, et donc à la fin de la semaine, la totalité du village était dehors pour voir passer le cylindre silencieux passer au-dessus de la vallée. Ça a fait un petit article dans le journal local à ce moment-là. Donc moi j'ai été témoin direct de phénomènes inexplicables à l'adolescence, inexpliqués. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des voyages lucides hors du corps, je me suis tapé le nez contre cette réalité-là, évidemment, parce qu'on voit passer des ovnis, on fait la course avec, on fourre son nez quand on peut à l'intérieur de l'ovni, et puis on voit des choses. Et troisièmement, j'ai été visité à l'âge de 17 ans à peu près par quelqu'un qui n'est pas d'ici, donc il m'a rendu visite physiquement. Comment ça s'est passé ? Avec une très grande surprise de ma part, je raconte dans le livre 001%, puisque j'étais dans un cinéma et j'ai senti être approché par une présence totalement étrangère à cette planète, et j'ai eu tous les poils qui se hérissaient littéralement, tous mes cerveaux étaient en alerte, et je raconte un petit peu en détail dans le livre. Cette personne s'est assise à 2 sièges de moi sur ma droite, et n'a plus bougé un cil pendant 10 minutes, un quart d'heure où elle est restée. Elle n'était pas humaine, elle avait l'apparence humaine, mais moi à l'époque j'avais suffisamment de prévité de voir à tous les étages, et j'ai bien vu que cette personne n'était pas d'ici. Et même si on avait filmé la scène, on serait dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Elle s'est assise, elle n'a plus rien bougé. Rien pendant 10 minutes, ni même le regard. Alors, comment peut-on être sûr justement que c'est un ou une extraterrestre à son attitude, ou il y a encore quelque chose de différent? Alors, je l'ai senti par son mental. Oui. D'abord, je l'ai senti par l'énergie. Et si vous lisez le livre d'Ingo Swann, qui a été traduit par Xavier Delamarre, qui s'appelle Penetration, la manière dont il perçoit la présence extraterrestre, c'est exactement la mienne. Donc, on a une espèce de signal énergétique très particulier qui ne s'active que quand on a près de nous une espèce qui est étrangère à la Terre. Je fais un petit peu 3 pas en arrière pour vous dire que en fait tout ce qui est vivant sur la planète Terre possède plus ou moins le même code, la même adresse, si vous voulez, dans l'énergie. Mais par contre, une créature qui n'est pas issue de cette planète-là va avoir une signature extrêmement différente, et l'énergie la détecte immédiatement, enfin quand on est un petit peu sensible à ça. Donc c'est d'abord une signature énergétique très particulière que j'ai découvert d'ailleurs à ce moment-là, à l'âge de 17 ans dans ce cinéma. Et ensuite, la signature mentale est extrêmement différente. Évidemment, on sent que ces gens-là sont prodigieusement plus intelligents que nous et beaucoup plus puissants. C'est une question de vibration finalement. Oui, c'est tout à fait. La personne qui est un petit peu sensible aperçoit. Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment capable de lire dans les pensées des gens et
et de même pouvoir m'en vanter. C'est-à-dire, une parfaite inconnue, je pouvais arriver sur elle en disant voilà ce que vous avez dans la tête et lui raconter en détail tout ce qu'elle avait dans la tête. Je m'amusais beaucoup avec ça, hein. Mais bon, j'étais adolescent, on m'excusera, hein. Mais bon, j'avais suffisamment de perception, je voyais Laura très très bien pour voir ce qu'était un être humain ou pas, au-delà de l'apparence. Alors, cette personne, vous lui avez parlé à un moment donné? J'ai essayé de la sonder psychiquement, oui. Elle est restée totalement impénétrable. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment un rigolo par rapport à cette personne-là, parce que je pouvais faire ça avec n'importe quel humain, je ramenais toujours des informations, même avec un chat, même avec un cheval. Et là, je n'ai rien ramené du tout. Et j'ai essayé pendant 10 minutes, un quart d'heure où elle était assise à côté de moi. C'était une puissance pour moi inexplicable, phénoménale. Je n'ai ramené aucune information sur cette personne qui était assise physiquement à côté de moi. Elle était bel et bien là, c'était pas une apparition. Alors comment peut-on expliquer qu'une personne extraterrestre qui vient, on ne sait pas d'où elle vient, de quelle dimension elle vient, mais comment peut-on expliquer qu'il puisse vivre dans un corps et dans notre milieu ambiant? Alors bon, certains sont parfaitement adaptés à la vie terrestre, telle qu'on la connaît. Après, il y a des espèces qui ont besoin de se protéger, comme nous, on aurait besoin de se protéger pour, je sais pas, pour aller sur une atmosphère différente sur notre planète. Donc, ils sont plus ou moins adaptés à la température, à la composition de l'atmosphère. S'ils sont pourvus d'une structure physique comme la nôtre, ce qui est le cas de bon nombre d'entre eux, hein, ils sont faits, entre guillemets, de chair et de sang pour une part d'entre eux. D'autres viennent de dimensions différentes. Donc, ils ont un corps physique, mais qui n'est pas un corps de carbone. Certains, je pense que certains ont un corps physique sur la base du carbone comme nous. Ouais. Après, bon, j'ai pas non plus une connaissance générale de tout ce qui se passe dans la galaxie, hein, vous imaginez. Oui, bien sûr, je me posais des questions. Anne Givaudan, que nous avons reçue ici à ce micro, nous expliquait que certains d'entre eux sont parmi nous depuis très 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 longtemps. Oui, ça j'en suis absolument convaincu, elle a raison. Alors, vous parlez des gestionnaires dans votre ouvrage. Ouais. Qui sont ces gestionnaires et que font-ils? C'est un peu une histoire à la Star Trek. Hein. Dans la galaxie, c'est-à-dire un ensemble prodigieux d'étoiles et de planètes qui situées dans la même région, ce qu'on appelle notre galaxie, la Voie lactée, il y a une espèce de fédération, comme probablement dans beaucoup d'autres galaxies, c'est une fédération des espèces évoluées. Des espèces qui sont suffisamment avancées technologiquement et spirituellement pour s'être rencontrées les unes les autres, avoir dépassé la barrière de la lumière et largement, et pouvoir visiter les systèmes stellaires comme bon leur semble, en s'affranchissant de toutes les contraintes qui sont les nôtres actuellement. Donc ces espèces très avancées ont formé une espèce d'association, une espèce de fédération, comme dans Star Trek. Voilà, donc par délégation, certains groupes de non-terrestres sont chargés de gérer un certain volume de cette Voie lactée, certaines zones, et pendant assez longtemps on était un petit peu laissé comme ça en jachère, à notre évolution, on va dire pas naturelle, parce que notre évolution, à mon sens, elle est guidée depuis l'aube de l'humanité, depuis la création de l'espèce humaine, mais on était laissé comme ça, on était surveillé un petit peu de loin. Et avec l'avènement de l'ère nucléaire, ces gens-là sont rapprochés un petit peu de nous en disant il va peut-être falloir qu'on s'occupe d'eux, parce que là maintenant ils ont trouvé un petit peu par hasard les moyens de foutre un immense bordel. Les gestionnaires, c'est 4 races, je vais être un petit peu précis, je ne pourrais pas citer toutes mes sources, je suis désolé Alain, parce que voilà, je peux pas tout vous dire. Alors je sais que ça peut sembler un petit peu spécieux, on va dire, mais je ne pourrais pas vous dire en détail, je suis désolé, pourquoi je vais être aussi précis. D'accord. Mais néanmoins, je veux vous le dire, parce que voilà, ça concerne d'autres personnes qui n'ont pas envie d'être sur la place publique, voilà, c'est une des raisons. Mais il y a plus que ça, il n'y a pas simplement ces personnes-là. On a 4 races qui sont ceux que j'appelle les gestionnaires, qui s'occupent spécifiquement de la planète Terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un très grand nombre d'autres races qui sont des visiteurs, qui se promènent ici, mais je parle de ces gens-là comme étant les gestionnaires, c'est-à-dire les gens en poste ici qui font un certain boulot. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'est des sortes de fonctionnaires. Alors, dans ces fonctionnaires, il y a les gens de Zeta Reticuli qu'on appelle les gris. Voilà. Je peux vous donner quelques détails là-dessus. Alors, ils ont très mauvaise presse parce que, entre guillemets, ils font le sale boulot. Enfin, le sale boulot qui consiste à s'occuper de la race humaine, de leur faire les examens médicaux, de voir où on en est, les examens médicaux qui sont loin d'être toujours agréables, et de poser des implants et des choses comme ça. Alors, ils n'ont pas bonne réputation parce qu'ils font leur travail un petit peu comme un toubib qui fait ça à la chaîne, mais je peux être tout à fait catégorique en disant que ce ne sont pas des robots dénués de tout sentiment et de toute possibilité d'attachement à telle ou telle personne humaine terrestre. Donc je ne peux pas malheureusement rentrer dans les détails, mais c'est bel et bien comme ça que ça se passe. Ce sont des gens qui, ayant une très mauvaise réputation dans les esprits humains, ont malgré tout une grande proximité avec nous. Et voilà, donc la première race,
c'est ceux qu'on appelle les grilles, qui viennent d'un système qui est à peu près à 30 années-lumière du système solaire. Ouais. Et ils mettent, je peux vous donner quelques détails, ils mettent à peu près 6 mois pour venir dans l'état actuel de leur technologie. Alors, ça serait des extraterrestres qui seraient comme nous en 3e dimension, qui fonctionneraient sous le même... Oui, alors ils ont aussi l'aptitude à pouvoir légèrement se décaler en dimension, à passer sur le plan éthérique. Il y a des espèces qui ont cette aptitude naturelle. Donc, pour certains d'entre eux, ils sont assez stables au niveau, on va dire, matériel. Et pour d'autres, ils peuvent littéralement passer sur le plan éthérique, c'est-à-dire être là et pas là, disparaître, réapparaître, etc. C'est quelque chose de naturel chez eux, vous voyez, c'est leur formation de base. Donc, ça leur permet d'être très très furtifs, éventuellement, et d'être invisibles aux yeux humains normaux. D'accord. S'ils en ont envie. Mais c'est rien que de la banalité. Hein. Je sais que ça peut sembler un peu particulier à beaucoup de... Pour certaines personnes, oui. Pour celui qui voit le champ énergétique, comme c'est mon cas depuis si longtemps, c'est d'une extrême banalité. Donc voilà, il y a cette race-là qui fait un petit peu le sale boulot, qui fait le boulot de base, on va dire, comme les gras de papier de nos administrations. Dans la structure, vous avez des gens qui ont été baptisés par certains services de renseignement, les oranges. Alors les oranges, ils ont gagné leur nom par la forme de leur tête, qui est assez patatozooïdale. Et ces gens-là viennent d'un système stellaire assez proche des gris. Ils se sont rencontrés assez tôt dans leur existence, et en fait ils ont appris à collaborer les uns avec les autres assez tôt, donc ils font partie de l'équipe, même si on n'entend pas beaucoup parler, ils font partie de l'équipe. Ensuite on a ce qu'on appelle les nordiques, dont on entend beaucoup parler. Oui, c'est des grands blonds. Ouais, les grands blancs qui sont plus haut dans la hiérarchie, c'est un peu les donneurs d'ordre. Et quand vous étudiez les récits d'abductés, vous allez avoir de nombreux témoignages. Je lisais les ouvrages de John Mack dans lequel les gris passent les manettes à un moment à un grand blond, et tous ces gens-là se font travailler de concert avec une répartition des tâches. Ce que moi je confirme dans mon expérience personnelle. Voilà. Donc il y a un travail en commun avec une distribution des tâches spécifiques. Donc les grands blonds qui sont plus éloignés des êtres humains malgré leur grande ressemblance avec nous, et probablement c'est eux qui ont injecté une partie de leur code génétique pour créer la race humaine il y a quelques centaines de milliers d'années. Et ensuite, dans la 4e race, il y a une race qui n'est pas à proprement parler physique, mais que dans le langage codé des cercles très informés, on appelle les elders, c'est-à-dire les anciens. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité à devenir visibles et à se matérialiser sur le plan physique sur notre planète, parce que d'abord ils seraient immenses, ils feraient 4 à 5 mètres de haut, ce qui leur poserait des problèmes avec la gravité, et ils ne sont pas issus de notre dimension. D'accord. Voilà, donc les 4 races de gestionnaires. Dans la hiérarchie, vous avez les gris et les oranges, vous avez au-dessus, vous avez ceux qu'on appelle nous les nordiques, mais évidemment on les appelle comme ça, mais eux se nomment probablement autrement, vous voyez ce que je veux dire. Les gris ne se nomment pas entre les gris, vous comprenez bien. Oui, bien sûr. Donc vous avez quantité de récits au sujet de ces grilles, et moi j'ai été touché personnellement de différentes façons par ces gens-là. Je les considère comme des gens, même s'ils sont très différents de nous. Ce sont des personnes, il faut bien que les gens comprennent ça, ce sont des personnes qui font un certain boulot, et s'ils étaient méchants, avec leur capacité technologique, il y a longtemps que la race humaine serait exterminée ou en esclavage. Donc on reviendra sur le sujet. Donc voilà les 4 races qui sont chargées de gérer la planète. Gérer la planète, c'est pas seulement gérer l'être humain, c'est gérer absolument tout ce qu'il y a sur la planète, la faune, la flore, la géologie, en fonction de plans qui sont les leurs, et pas les nôtres. Ils ont leurs propres critères, et croyez-moi, ils ont beaucoup plus d'intelligence que nous. La Confédération Galactique, c'est un rapport avec tout ça, non? Oui, c'est un petit peu l'organisation auquel rencontrent ceux que j'appelle les gestionnaires de la Terre. Voilà. C'est l'organisme central de la galaxie, dans la hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie à ce niveau-là, des gens extrêmement évolués. Parce que la Confédération Galactique, c'est quelque chose qui est assez critiqué sur les réseaux sociaux. Bon, moi, c'est ce que je dis, entre la Confédération Galactique, ce qui existe vraiment, et les gens qui affabulent. On a une idée de ce que c'est. Je veux dire, très simplement, c'est comme si une cour de récréation voulait juger une armée de savants. Une cour de récréation d'enfants de 3 ans. Les enfants de 3 ans, ils n'ont pas les aptitudes, ni les éléments, ni l'intelligence, ni quoi que ce soit, ni le recul pour juger de ce que fait une armée de savants sur des sujets qui leur échappent complètement. On est dans cette position-là, il faut bien le comprendre. On est face à des gens qui sont d'une intelligence absolument prodigieuse, qui ont un historique en termes de civilisation qui est incomparablement plus long que le nôtre, et qui en savent tellement plus sur nous à tout point de vue, y compris sur nous-mêmes, qu'ils sont beaucoup plus aptes à juger objectivement de quoi que ce soit, beaucoup mieux que nous. On m'a
marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours avec Marc Auburn. Nous parlons des extraterrestres. Y a-t-il un moyen technique de communiquer avec eux? Oui, il y a un moyen technique de communiquer avec eux. Oui, bien sûr, ça s'est fait de différentes façons. Les Russes et les Américains ont réussi des moyens assez traditionnels et les Russes ont réussi un certain nombre de choses, les Américains aussi. De toute façon, ça peut sembler un lieu commun, mais moi je vous confirme de manière tout à fait catégorique que le fait que depuis les années 70, les Américains, entre guillemets, certaines organisations américaines travaillent de concert avec les gens de Zeta Reticuli, c'est-à-dire les gris, ceux qu'on nomme les gris. Oui, je confirme de manière absolue que c'est la vérité. Donc c'est la vérité. Sans pouvoir vous dire pourquoi, je suis désolé. Dommage. Mais je suis absolument catégorique. Ouais. Alors, d'après certains chercheurs en physique quantique et divers expérienceurs, nos amis extraterrestres occuperaient d'autres dimensions que les nôtres. Il doit y avoir une multitude de dimensions. Oui, il y en a un très grand nombre, et pour vous demander, si vous vous demandez combien, mais moi je sais pas, je connais pas la réponse, mais en tout cas il y en a plus de 7 ou de 11. Oui. Et ça on l'observe quand on fait les voyageurs du corps, quand on monte en vibration, on voit les mondes apparaître et disparaître les uns après les autres, donc je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ceux qu'on appelle les extraterrestres évolués, ont les aptitudes technologiques pour voyager de dimension en dimension. C'est comme ça qu'ils deviennent complètement furtifs, ils passent sur un plan vibratoire plus élevé ou moins élevé, et ils disparaissent de nos écrans radars, et ils ne sont plus là. Techniquement, ils sont plus là, mais ils sont toujours là, mais dans une autre dimension. Voilà. Donc, vous pouvez suivre un vaisseau extraterrestre si vous êtes très très doué. Moi, j'ai toujours du mal. Vous pouvez le suivre quand il change de dimension. Il faut vraiment être très doué. Moi, j'ai pas cette capacité. J'ai essayé quelques fois. Je suis jamais arrivé. J'ai perdu à chaque fois. Alors, certaines personnes prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres. Techniquement, comment est-ce possible? Il y a un très grand nombre de personnes qui ont été enlevées par les extraterrestres. Ça fait partie du programme normal d'examens médicaux, de gestion de l'espèce humaine. Alors elle est gérée à tout point de vue, génétiquement, physiologiquement, on leur pose des implants qui sont matériels ou non matériels, et on les gère également d'une autre façon qui est, on va dire, sur le plan énergétique. Alors oui, il y a un très grand nombre de personnes qui sont enlevées encore aujourd'hui, à l'heure où je parle, qui sont enlevées sur la planète, qui subissent ce qu'on vient d'expliquer, des examens médicaux, des examens génétiques, à qui on fait faire quelquefois des choses qui les traumatisent. Il faut lire les ouvrages de John Mack et en particulier de Dolores Cannon, qui sont extrêmement intéressants et à mon avis très justes. Alors, Amélie, une personne qui est sur les réseaux sociaux, donnait son avis récemment. Elle dit « Je ne suis pas d'accord quand vous dites que le phénomène d'abduction est dans le but de l'amélioration de la race humaine. Que peut-on lui répondre ?» On ne peut pas répondre à une opinion. Par définition, une opinion, c'est une opinion, ça repose sur du vent, c'est comme une croyance dans une religion ou quoi que ce soit. On ne peut répondre que par l'expérience directe. Donc une opinion se compte par une autre opinion, on peut tourner en rond pendant 100 millions d'années, on n'avancera pas d'un millimètre. Si cette personne-là est une expérienceuse et qu'elle se fait enlever, qu'elle devient de plus en plus lucide au cours de ses enlèvements et qu'elle arrive à comprendre le tableau général, au bout d'un moment, elle va se rendre compte de plusieurs choses. Elle va se rendre compte, par exemple, que les implants qu'on lui pose ne sont pas là uniquement pour la tracer comme un animal, comme un bovin. Elle va se rendre compte que certains de ces implants vont augmenter sa capacité à être consciente. Elle va se rendre compte que certains de ces implants vont corriger certains problèmes physiologiques ou anatomiques qu'elle peut avoir. Et moi, j'ai rencontré aux États-Unis plusieurs personnes qui, au fil des années, avaient pris une certaine conscience de ce qui se passait. Je me souviens d'une dame assez âgée, je le raconte dans mon livre, qui se débattait en disant non, mais pour rien au monde, je voudrais qu'on m'enlève mes implants, parce que j'ai vraiment compris que c'était nécessaire. Et donc, les grands spécialistes aux États-Unis ont fini par comprendre qu'il fallait pas retirer les implants n'importe comment, parce que il y a un chirurgien qui l'a fait pour les étudier. Et d'ailleurs, ça a constitué des preuves absolues de la présence extraterrestre. Là, on a eu des objets dont on avait la preuve absolue qu'ils n'avaient pas été fabriqués sur Terre. Donc, Yvonne Smith, que je connais un petit peu, j'ai assisté à pas mal de ces sessions aux États-Unis. Et elle a également cette prudence en disant, écoutez, voilà les implants, on les retire pas. Voilà. Donc, les gens prennent conscience de ça, que les implants, la manipulation dont ils étaient l'objet font partie d'un plan qui les dépasse, pour lequel on n'aura pas
à traiter les gens qui avaient été victimes, entre guillemets, d'abduction, se dégage quand même un tableau général dans lequel la personne finit par se rendre compte assez souvent qu'elle a une double personnalité, qu'elle a une personnalité terrestre comme être humain, mais elle prend conscience qu'elle a également une personnalité de non-terrestre et que tout ça avant son incarnation, elle l'avait programmé pour participer à l'évolution humaine. Donc moi je suis arrivé aux mêmes conclusions, heureusement j'ai pas attendu d'avoir l'âge de Horace Cannon, mais je suis arrivé aux mêmes conclusions assez vite. Voilà, on a, pour une part d'entre nous, on a une double casquette, on va prendre entre guillemets, mais c'est plus que la plupart d'entre nous parce que les gens se prennent, une fois qu'ils admettent la théorie de la réincarnation, qui n'est pas une théorie, bon, quand on comprend comment ça fonctionne et quand on se souvient, on se rend compte que on a été précédemment des non-terrestres, alors ça peut être très large, il y a du monde à l'extérieur. Et après coup, quand on a vécu notre cycle en tant qu'humain terrestre, ce qui va jamais durer l'éternité, Dieu merci, on ira ailleurs, ou dans une autre dimension, ou sur le plan physique, retrouver de la famille, etc. Alors moi, j'en ai parlé un tout petit peu récemment sur ma page Facebook. Je me suis risqué à expliquer qu'avant ce cycle-là, sur une autre planète, j'étais un brave type, mais pas précisément avec la forme humaine, une forme qui est assez impopulaire sur Terre pour l'instant, mais c'est par mes connaissances que les gens parlent de ça. Je veux dire, on a vraiment affaire à des gens d'une cour de révélation qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Et sur Internet, je vous comprends de plus en plus, mais il y a énormément d'inexactitudes, enfin pour parler gentiment. Alors justement, il y a des rumeurs qui semblent un peu fantaisistes, qui se répandent sur Internet, qui font croire à une peur, qu'il y aurait des méchants extraterrestres, on en parlait à l'instant, notamment les petits gris, par exemple. Que pensez-vous de ces informations qui sont déversées comme ça sur le net Écoutez, moi ce que j'en pense c'est très simple. Si ces gens-là nous voulaient du mal, on va prendre cette hypothèse, on ne va même pas parler de croyance, on va même pas parler d'expérience directe, on va parler de logique. Ces gens-là, manifestement, ont une technologie qui dépasse de très 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 loin la nôtre, si on parle d'eux globalement, sachant qu'il y a une énorme diversité. Si ces gens-là décidaient de conquérir la Terre, par exemple, comme ce qui peut circuler, mais combien leur faudrait de temps pour conquérir la Terre? Les êtres humains pourraient éradiquer l'espèce humaine. Un quart d'heure? 10 minutes? Bon, rien du tout, il leur faudrait rien du tout. S'ils décidaient de nous réduire en esclavage, combien il leur faudrait de temps? Assez rapidement. Ça serait hyper rapide. Mais pourquoi ils nous réduiraient en esclavage? Pourquoi faire? Il faut se poser des questions de base comme ça. Et qu'est-ce qu'il y aurait de si précieux sur notre planète ou en nous-mêmes qu'ils voudraient posséder? Alors là, avec un peu de discernement et de réflexion, on se dit, mais bon, les gens qui voyagent dans le cosmos, ils ont la capacité à voyager partout. Donc la notion d'espace, pour eux, c'est quand même pas la même que la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont quelque part touché l'abondance, parce que quand on voyage plus vite que la lumière, on a certainement trouvé des formes d'énergie inépuisables. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et les matériaux, ils ont besoin de quelque chose de spécial sur la planète. Alors, ils font le plein d'eau, c'est évident. À part ça, ils peuvent prendre quelques minéraux. Ça va pas nous changer la face du monde. Ils font certainement ça, comme nous, on va aller prendre 2-3 cailloux à droite et à gauche. C'est ça. Mais ils sont pas là pour nous piquer de nos richesses, ni notre liberté. Alors, il y a d'autres théories qui disent que c'est déjà fait, qu'on est déjà aliéné. Et ce à quoi je réponds, si on est aliéné, c'est certainement pas par les espèces extraterrestres, on confond. On est en effet parasité par des espèces locales qui sont énergétiques, et c'est connu de l'humanité depuis toujours. Les médecins chinois vous l'expliquent très bien, ils expliquent le parasitage énergétique et ils expliquent comment ça fonctionne. Et moi, je vous garantis que c'est ça, les véritables preneurs de liberté de l'espèce humaine. Ce sont des parasites locaux, mais sur une dimension légèrement différente, légèrement supérieure, le monde éthérique. Donc, il y a une méconnaissance totale de ces phénomènes-là. Il faut en parler tranquillement, que les gens puissent vivre leur expérience directe et ramener les choses à leur juste valeur. Il n'est rien sur cette planète qu'un extraterrestre évolué ait besoin d'acquérir. Ne faut-il pas plus craindre les agissements des terrestres qui ne pensent qu'à s'entretuer, à se torturer, à polluer la planète? D'ailleurs, on en a un exemple aujourd'hui, en ce moment. C'est quand même assez hard. Moi, ça me fait peur, par contre. Alors bon, écoutez, je me peux me permettre de prendre encore un peu de recul, de vous dire les choses comme peuvent le voir éventuellement les gestionnaires. Parce que moi, je réfléchis à ça, et puis bon, voilà. Mettez-vous à la place d'une de ces espèces, en considérant l'humanité et la planète en général. Bon, les gens s'entretuent. Alors bon, par exemple, il y a, j'ai n'importe quoi, 10 millions de morts dans telle ou telle guerre. Mais globalement, si vous mettez à leur place, vous dites, bon, alors on avait 1 milliard d'êtres humains, je sais pas, il y a un siècle, et maintenant il y en a 7. Bon, globalement, la race humaine, elle n'est pas en train de dépérir, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils sont en train de bousiller la planète, il y a des choses qui sont réversibles, et des choses qui le sont moins. Et leur vraie préoccupation aujourd'hui, c'est le nucléaire. Alors, on parle beaucoup de l'effet de serre, de la consommation des carburants fossiles, etc. Je ne parle pas d'expérience directe, je vais mettre ça de côté parce que je n'ai pas envie de prouver quoi que ce soit. Je ne parle que de logique.
regarder les apparitions d'OVNI au-dessus des centrales nucléaires, des sites militaires également de stockage des armements nucléaires. Ces gens-là, ils sortent volontairement de la furtivité pour se montrer, pour dire on est là, ne faites pas les cons avec ce truc-là. Ils sont très préoccupés par le nucléaire, c'est leur principale préoccupation. Il faut bien comprendre que c'est le principal danger qui nous menace à l'échelle de l'humanité. Parce que là, s'il y a un gros accident comme celui de Tchernobyl, où je pense qu'il y a une intervention extraterrestre pour corriger le tir et pour empêcher que ce soit une immense catastrophe à l'échelle de l'Europe, ils sont intervenus technologiquement. Là, on pollue la planète, c'est-à-dire on la rend vraiment impraticable pour des centaines de milliers d'années, et ça les gêne, vous voyez, ça les préoccupe vraiment. Ils ont le nucléaire en horreur, non pas dans l'absolu, parce qu'ils sont tout à fait persuadés, et je vous laisse le soin d'en juger, qu'on est incapable de gérer cette affaire-là, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le niveau scientifique, qu'on n'a pas le niveau d'intelligence pour parer à tout accident. Et pour eux, j'insiste bien là-dessus, il s'agit absolument pas d'une technologie évoluée, il s'agit d'une technologie primitive. Il faut bien comprendre qu'une centrale nucléaire, c'est comme une centrale à charbon. On a pris du combustible nucléaire et on fait chauffer de l'eau. Et avec l'eau bouillie, on fait tourner des turbines. C'est une technologie primitive. Une arme nucléaire est une technologie primitive. Parce que l'être humain aime à se penser vraiment une exception, puis super évolué dans l'univers, etc. Mais oh là là, mon Dieu, ils ont bien mieux. S'ils ont envie de nous détruire, franchement, ça va être très rapide et tout sans douleur. Et Jacqueline Bousquet nous disait justement que le nucléaire était très dangereux parce que, elle expliquait techniquement, mais là je pourrais pas l'expliquer, mais elle disait qu'on changeait les codes, que tout était codé, et avec le nucléaire, en cassant l'atome, on changeait les codes et que c'était très dangereux. Alors justement, les extraterrestres, est-ce qu'ils n'ont pas peur que quelque part, on foute le bazar dans les dimensions, dans les multidimensions? Écoutez, moi, je peux pas avoir d'opinion là-dessus. Là, je vous réponds très franchement, parce que j'ai aucun élément qui moi, je me base toujours sur des choses très personnelles. J'ai aucun élément qui puisse me permettre d'avoir une opinion solide dans une direction ou dans une autre. Alors, je vous répondrai franchement que là-dessus, je peux pas vous répondre, j'en ai aucune idée. Alors, certains extraterrestres qui vivent dans des dimensions beaucoup moins denses que la nôtre peuvent communiquer très facilement dans le monde des décédés. J'ai toujours du mal avec ces histoires de densité. J'arrive pas à accrocher. Je suis désolé. On peut parler de vibration. On peut parler de vibration. Oui, voilà. Je préfère. C'est pareil, la vibration. Pour moi, la densité, ça n'a vraiment aucune réalité. J'arrive pas à accrocher à cette idée-là. Ça me heurte toujours quand j'entends parler de densité. Ça ne rime à rien. Parlons de vibration plutôt, d'harmonique, de fréquence, de choses comme ça. Là, je ressens vraiment, là, vous voyez, la densité, bof. Oui, les extraterrestres sont aussi des extradimensionnels. Oui, et pour certains d'entre eux, pour certaines espèces, ils viennent jamais nous voir. Voilà, ils ne rendent jamais visite. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours avec Marc Auburn. Nous parlons des extraterrestres. Alors certaines personnes, notamment dans le sud de la France, font des observations, mais assez souvent, c'est 2 ou 3 fois par semaine, et ils nous disent qu'ils voient des vaisseaux. Alors, ils parlent de vaisseaux plasmatiques, et certains m'ont appelé et m'ont dit, mais de toute façon, on peut les voir, on les voit tous les jours. Je pense que ce sont des vaisseaux qui sont à la limite de la matérialité et du monde éthérique, parce que c'est la seule condition pour le voir. C'est qu'il faut vraiment qu'il soit à la limite, parce que la matière éthérique, c'est de la quasi-matière. De manière expérimentale, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, la matière éthérique est un autre état de la matière, mais c'est de la quasi-matière. Donc, quand on parle de plasma, je pense qu'on parle de quelque chose comme ça. Le plasma, en termes physiques, ça correspond à un état spécial de la matière. Un état dans lequel les orbites électroniques, les électrons ne sont plus tenus autour des atomes, mais naviguent. Enfin bon, bref, ça va raser les auditeurs si on parle de ça. Mais le plasma, c'est un certain état de la matière très précis. Il y a une définition scientifique de ça. Là, on parle d'un autre état qui n'est pas encore dans la science officielle, mais qui est l'état éthérique. Alors ça, c'est le terme traditionnel. Et je pense, moi, que cet état éthérique, c'est la masse manquante de l'univers. La matière éthérique baigne absolument tout. On la voit avec nos yeux. Et je pense que la matière manquante de l'univers, parce que moi, j'ai expérimentalement pu voir que cette matière éthérique avait une masse et une inertie. D'accord dans les voyageurs du corps, je me suis amusé à tester ça. Donc, je me suis vraiment rendu compte donc si elle a une masse même très faible, et comme elle a l'air d'être présente partout, je me dis que c'est la masse manquante de l'univers qui explique la cohérence des galaxies, par exemple. Un jour, la science va finir par comprendre que ça c'est une réalité. Si c'est pas
Ouais. En fait, quand on regarde le ciel, finalement, tout est plein. On le voit pas là, on le voit pas avec nos yeux, puisqu'on est dans notre corps, mais on est isolé. Mais finalement, tout est plein. Ben oui, c'est même dit dans Star Wars. Ouais. Bien un petit peu les références. Il parle de la force, et même dans comment ça s'appelle, Avatar, où il parle de la force qui circule partout. Moi, je crois que cette force, c'est vraiment, on la voit dans l'air. Alors, j'ai pas été voir avec mes yeux physiques dans le cosmos profond, mais je pense que cette matière éthérique, elle est là plus ou moins partout, et elle explique donc la cohérence de l'univers visible, celui qui n'est pas éthérique. Et les scientifiques par l'observation gravitationnelle, sont arrivés à la conclusion qu'on ne voyait que 10%, grosso modo, ou 5% de ce qui était existant sur le plan matériel. Moi, je crois que la masse manquante de l'univers, c'est ça. Faut pas le chercher dans le boson de je sais pas quoi. Ouais. C'est pour ça que finalement, on en revient toujours aux fréquences. C'est une question de fréquence, de longueur d'onde. Mais on comprend bien quand on fait de la radio, mais de la radio, je veux dire techniquement, quand on voit les grandes ondes, les petites ondes, les ondes courtes, la FM. Ça existe au même endroit. Ah oui, ça existe au même endroit, mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de limpidité dans la FM, par exemple, que dans les grandes ondes. Il y a un monde. Voilà. On pourrait comparer ça aux ondes radio. Bien sûr, mais de toute façon, c'est l'univers, la création. Moi, j'ai expliqué ça dans un post sur ma page Facebook. Il y a les 3 directions géographiques. La 4e direction, c'est la direction vibratoire, en haut ou en bas. Et la Terre n'est pas le niveau le plus bas. C'est toujours l'anthropocentrisme de la race humaine qui le fait s'imaginer être au milieu, au centre de tout. Donc le monde physique lui-même, moi j'ai absolument aucune preuve qu'il soit le milieu de quoi que ce soit ou le bas de quoi que ce soit. Moi je pense qu'il est sur un échelon donné, qu'on peut descendre plus bas et plus haut, enfin je le sais. Et puis à quel niveau il se situe exactement, j'en sais rien. Alors nous évoquons un sujet qui peut sembler surréaliste pour certains qui nous écoutent en ce moment, pendant que certaines chaînes de télévision publiques nous diffusent des documentaires ou des infos qui disent qu'ils vont aller chercher des cailloux comme ça sur Mars ou sur la Lune, les analyser, qu'ils ont découvert qu'il y avait des traces d'oxygène dans certaines roches, dans l'atmosphère. Oui, on a récupéré sur Terre, vous savez, on a récupéré les pierres de Mars. Oui, mais en conclusion, parce que j'ai entendu l'autre jour, je sais plus sur quelle télévision, c'était Arte ou France 5, ils disent qu'il y aurait peu de chances que les extraterrestres puissent exister dans de telles conditions. Alors nous sommes dans un autre monde là avec ce genre d'infos. Oui, alors moi je sais pas, je suis pas spécialiste de Mars. Non, mais je parle pas pour Mars. Il disait que finalement, il y aurait peu de chances qu'une vie extraterrestre existe dans l'univers. Je sais pas alors je crois qu'ils ont 30 ans de retard. Parce que maintenant, ne serait-ce qu'en manipulant l'outil statistique, vous savez, dans les années 70, c'est encore assez récent, il y a 40-50 ans, les scientifiques les plus brillants du moment disaient le cortège de planètes au-dessus d'une étoile, c'est un événement rarissime. Donc on a toutes les chances, et encore plus rarissime, le fait d'être à la bonne distance de l'étoile pour héberger la vie, c'est-à-dire la température où l'eau est liquide. Donc avec ces savantes hypothèses, ils partaient du principe que la vie était hyper rare dans l'univers, voire on était la seule espèce encore plus intelligente de l'univers. Donc vraiment les créatures de Dieu, vous voyez ce genre de truc. Alors derrière le raisonnement scientifique, on avait quelque part, encore une fois, l'anthropocentrisme et les théories religieuses les plus primitives. Et puis on a découvert, de différentes manières, que les cortèges planétaires au-dessus des étoiles, c'était loin d'être une exception, et que ça semblait même être la règle générale. Et au stade actuel où on en est, la simple manipulation statistique de ce qu'on peut observer ou déduire par le calcul nous montre qu'il y a probablement, rien que dans notre galaxie, un nombre colossal de planètes qui peuvent héberger la vie, en fonction des critères qu'on connaît, c'est-à-dire la distance par rapport à l'étoile, sachant que la vie peut très bien, et certains scientifiques sans doute, apparaître dans d'autres conditions, par exemple sur un satellite d'une planète du système solaire qui s'appelle l'Europe, qui est recouverte de glace, mais les créatures peuvent peut-être vivre sous la surface grâce à la chaleur intrinsèque de la planète. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des modèles, nous, qui fonctionnent en fonction de la biosphère et de l'atmosphère, etc., mais il y a probablement d'autres systèmes qui peuvent donner lieu à la vie. Donc, en ne prenant que notre façon de voir les choses, c'est-à-dire le système terrestre, la biosphère à l'extérieur avec l'atmosphère à la bonne distance de l'étoile, ça fait quand même, je crois, dans les stades actuels de nos statistiques, des centaines de milliers de possibilités que dans notre Voie lactée, il y ait des planètes habitables, entre guillemets, qui hébergent la vie telle qu'on la connaît. Alors, en quelques dizaines d'années, on a quand même franchi un grand pas, de la totale improbabilité qu'il y ait autre chose de l'univers qui soit produit comme le système solaire, là, l'immense probabilité que rien que dans notre Voie lactée, il y ait des planètes semblables à la nôtre. Voilà, on en est là. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans.
avancée. Mais comment peut-on interpréter ces infos qu'on nous distille sur ces chaînes de télé? C'est de la désinformation? C'est quoi le but? Non, c'est plus de la méconnaissance ou de la facilité. Vous voulez dire que c'est orchestré? Alors bon, écoutez, oui, je vais vous répondre franchement. Oui, alors là aussi je vais être tout à fait affirmatif sans vous dire pourquoi, je suis désolé, mais toujours pour les mêmes raisons, je peux vous dire avec une absolue certitude que les principaux gouvernements des pays du monde, là, bon, les gouvernements des pays avancés, sont parfaitement au courant du dossier extraterrestre et ils savent que c'est une réalité. Alors, c'est pas forcément qui s'y intéressent. Quand je dis les gouvernements, je parle des hommes politiques qui sont élus à tour de bras, qui vont et qui viennent. Ces gens-là, on leur remet, exactement comme le racontait le Premier ministre. Le dossier, oui. On leur remet un fameux dossier en disant, écoutez, on vous met au courant, on vous donne les codes nucléaires, puis en même temps, on vous dit qu'il y a un truc qui est quand même un petit peu important, c'est qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, puis on n'est pas tout seul non plus sur Terre. Donc, voilà, on vous donne le dossier, regardez-le si vous voulez. Bon, il y en a qui s'en foutent complètement en se disant, ce sont, comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et ça change rien aux élections, puis je vais certainement pas en parler en public parce que tout le monde va voir où on est. Donc, zéro conséquence. Donc, ces gens-là, ils agissent pas de manière délibérée pour cacher l'information. Ça fait partie d'un mode opératoire assez vieux sur la Terre où on ne discute pas aux gens les choses importantes. Et puis, pourquoi faire? Mettons-nous à la place même de François Hollande, il est au courant. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la télé, j'ai un dossier super important, regardez, j'ai les preuves. Alors, il va se passer quoi? Après, les gens vont aller à la fenêtre et puis ils vont regarder en disant, oui, mais moi je vois rien. Ah merde, c'est con, mais il a parlé de ça, mais oui, mais non, il se passe rien. Non, il se passera rien, parce que c'est pas François Hollande qui décide de la manifestation de la présence extraterrestre ou non, ce sont les patrons eux-mêmes qui décident. Quand ils veulent se manifester, par exemple, au-dessus d'une centrale nucléaire, ils le font, et à partir du moment où ils décident d'être discrets, d'être furtifs, ils sont dans la furtivité. Donc, mon raisonnement est très très simple, il part de la logique pure. Quand la révélation devra avoir lieu, elle ne pourra avoir lieu que par la décision des gestionnaires de la planète, d'accord? Donc, à partir du moment où ils décideront que toute l'humanité devra être au courant, dans le quart d'heure qui suit, tout le monde sera au courant, mais il n'est aucune puissance au monde, inversement, aucune puissance au monde, puissance terrestre, qui pourra informer toute l'humanité de manière certaine, tant que les gestionnaires ne seront pas d'accord. Alors justement, on nous parlait de divulgation. Alors sans arrêt, on a vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Divulgation bientôt. Enfin bon, bref. Vrai ou faux? Je vous donne mon opinion, Alain. Oui. Je fais que ça, vous allez me dire. Parce que j'ai fréquenté certains milieux ufologiques, principalement aux États-Unis, donc j'en connais un petit peu. Il y a des gens dont c'est le fonds de commerce qui ont réussi évidemment par l'étude, par la collection de dossiers, d'examens qui sont arrivés à la conviction qu'il y a bel et bien une présence extraterrestre. Et ces gens-là sont des êtres humains qui rêvent un jour de la grande consécration dans laquelle tout le monde reconnaît qu'ils avaient raison. Et c'est normal parce qu'ils se battent pour un sujet qui connaissent être la vérité et ils aimeraient bien qu'un jour cette vérité éclate. Mais ça n'arrivera pas comme ils l'imaginent. Je parle même de Steven Greer que je connais un peu. Steven Greer qui a beaucoup fait pour la divulgation, qui a amené une série de preuves et de témoignages, mais qui a rêvé qu'il y ait avec Obama par exemple une grande divulgation. Même moi j'étais avec lui quand il y avait 3 mois qu'il avait déposé le dossier dans les mains d'un obscur secrétaire à la Maison Blanche et je lui ai dit t'as des nouvelles? Il me dit non, je t'en auras jamais. Voilà, c'est tout, et puis il n'en a jamais eu. Donc le fonds de commerce des ufologues ou des gens comme Stephen Greer, qui n'est pas franchement parlé un ufologue, c'est quand même d'avoir raison un jour, mais c'est pas eux qui décident. Voilà. Par contre, ce que je dis, c'est que la révélation, elle a déjà eu lieu pour une petite minorité sur la planète, des gens qui ont eu un ovni dans leur jardin. Enfin bon, voilà, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de révélation, ils sont au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a simplement besoin à ces gens-là d'expliquer ce que les Anglais appelaient la figure générale. Voilà, vous avez vu un ovni, vous savez que ça existe, d'accord? Vous savez que les extraterrestres sont là. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir tous les détails de la chose? Bon, là, on peut leur expliquer. Ils sont plus dans la croyance. Voilà, c'est ça. Quand on est dans la croyance, on peut gober absolument n'importe quoi, qu'ils sont des méchants, que les reptiliens sont comme ceci ou sont comme cela, et puis là c'est les bouquins de David Icke qui a beaucoup de succès d'ailleurs, truc machin, sauf que ça repose sur du sable, quoi. C'est du sable. Alors il y aurait plusieurs types de vaisseaux justement extraterrestres. Oui, bien sûr. Quel genre? Il y a plusieurs types de vaisseaux en fonction de leur technologie, ça c'est de la logique. Si vous êtes, j'ai n'importe quoi, vous êtes Renault, vous ne faites pas les voitures de la même façon, il y a une encore plus grande différence. Ils ont des technologies qui sont quelquefois fondamentalement différentes. Oui, voilà, c'est ça. Nous, pour l'instant, il faut des ailes. Ils font voler des enclumes. Vous voyez, des cylindres, des vaisseaux en forme de
dans le télescope. Bon, voilà. Ils ont des technologies très différentes des uns des autres. C'est pour ça qu'ils ont des formes, puis ils ont pris des habitudes. Hein. Ouais. Alors, il y aurait des bases extraterrestres sur la Terre, un peu partout, vrai ou faux? Oui, vrai. Ouais, c'est vrai. Bon. Bah, ils ont le droit d'avoir un bivouac. En général, oui, mais il y en a. Bon. Non, je peux pas vous dire précisément où ils en sont, puis je suis pas curieux à ce point-là. Non, mais on nous pose souvent la question. Alors, les bases extraterrestres sur la Terre... on a un abducté entre guillemets célèbre en France, je vais pas sortir son nom, mais ils ont qu'à passer un an avec eux dans une base de l'Himalaya. Moi, j'ai rencontré cette personne et je lui ai posé 3 questions. Il a répondu, un garçon qui était issu de la campagne. Je lui ai posé une question plutôt tordue sur la nature de la conscience. Il m'a répondu sans réfléchir, mais la bonne réponse, vous voyez. Donc, quand il me dit qu'il a vécu un an avec les extraterrestres, j'ai pas trop de doute. D'accord. Que penser du crash de Roswell, véridique ou manipulation? Oui, véridique. Oui. Et d'ailleurs, même les créatures qu'on avait vues à la télé là, dans l'émission de je me souviens plus de son nom. Oui, ça ressemble vraiment aux gens des Taraticulis. Oui, ça ressemble beaucoup. Les gens de cette tranche-là. Que penser des tablettes sumériennes qui sembleraient indiquer que la Terre aurait été ensemencée par des visiteurs venus d'ailleurs il y a bien longtemps? Mais c'est le fond de l'histoire. La vérité, c'est ça. Alors évidemment, on peut pas faire la démonstration, mais bon, encore une fois, une petite frange de la population humaine est parfaitement au courant. Et quand ils ont découvert ça leur a mis un peu les boules, mais c'est comme ça. On a pris un primate terrestre, en gros un singe, et on l'a modifié génétiquement pour faire une créature plus évoluée. Et on a continué l'expérience sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. L'expérience est toujours en cours. Et ça a donné nous, pour l'instant, enfin ce qu'on appelle nous. Ce qu'on appelle nous, c'est une simple enveloppe qu'on utilise. Oui, le véhicule. Pendant quelques dizaines de milliers d'années, c'est un véhicule. Voilà. On se prend pour un être humain, mais bon, si vous seriez, je sais pas moi, un grand blond, vous prendriez pour un grand blond. Vous seriez un reptilien, vous preniez. Voilà, c'est ça. Bon, au bout d'un moment, mais la différence avec les créatures évoluées, elles savent qu'elles ont la mémoire de leur vie passée et un certain éclairage sur leur vie future. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des posts sur ce que j'appelle la cosmospiritualité, ce qui fait la spiritualité des créatures avancées. Ce sont pas des religieux. C'est pas croire qu'il y a des chrétiens à l'autre bout de la galaxie ou comme les musulmans veulent le croire que l'islamisme est répandu dans le cosmos entier. Non, les religions terrestres sont très localisées. Elles sont sur la Terre et pour une période de temps extrêmement courte. Les 3000 ans, c'est un maximum. Et puis après, tout ça disparaît, c'est remplacé par autre chose. Donc, je suis désolé pour les gens qui croient dur comme fer. Ça va pas durer longtemps. Les religions actuelles, elles vont disparaître comme les autres. Voilà. Elles seront remplacées par d'autres trucs. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceÉvasion.com, FréquenceÉvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours avec Marc Auburn. Nous parlons des extraterrestres. Alors Nicole Dron, qui a vécu toutes les étapes d'une NDE en 1968 à l'âge de 26 ans, est revenue avec cette information, à savoir que l'on avait ensemencé la Terre et que nous allions être surpris dans les années à venir, c'est-à-dire dans 20 ou 30 ans, mais à l'époque c'était en 68, donc aujourd'hui, il y aurait des révélations et des surprises qui seraient révélées. Il y a eu des révélations, mais les gens ont compris ma manière limitée, encore une fois, il y a eu des choses quand même qui se sont passées. Pour que les gens soient au courant, mais il y a eu surtout beaucoup de manifestations depuis l'ère nucléaire. On a vu beaucoup d'ovnis se balader, beaucoup plus à mon avis que précédemment. Le nombre de personnes qui sur la planète a pu observer un ovni de plus ou moins près est en forte augmentation. Et maintenant on peut les filmer parce que tout le monde a son téléphone portable. On est incapable de vérifier la véracité de tout ça, mais bon, il y a certainement des faux, mais il y a aussi des vrais. Je veux dire, moi, les ovnis, moi je connais personnellement, je sais pas moi, 2 douzaines de personnes qui en ont vraiment vu, dont certaines qui n'en ont pas parlé pendant 30 ans. Voilà. Alors, ces extraterrestres interviendront-ils pour éviter un accident nucléaire majeur sur la planète? Alors j'espère, parce que c'est ce qu'ils font. Vous savez, j'étais à la conférence de Washington qui a eu lieu en avril-mai 2013, dans lequel ça s'appelait Citizen Hearing for Disclosure, et c'était tenu à l'équivalent de la Maison de la Presse à Washington. Donc j'étais avec mon épouse, j'étais le seul Français à assister à ça. On a eu quand même un sacré défilé de personnalités militaires américaines ou autres, des gens d'Amérique du Sud également, qui sont venus nous raconter des histoires qu'ils avaient vécues en direct. Et c'était pas un vague ovni qui passe à 20 000 km à l'heure au-dessus d'eux. Non. C'est des interventions directes sur les bases de lancement de missiles nucléaires américains, avec
avec désactivation des missiles nucléaires, et puis on n'a pas eu qu'un témoignage comme ça. Hein, et je me souviens d'un gars qui disait, mais l'OVNI il était stationné au-dessus de la baraque du gardien, j'aurais pris une échelle à manche à balai, j'arrivais à taper sur le fond. Voilà, donc il est resté une demi-heure. Quand il est parti, tous les missiles étaient désactivés. On en a eu plein comme ça, ils étaient là en chair et en os devant nous, ils étaient interrogés par une commission d'enquête formée par d'anciens sénateurs et d'anciens membres de la Chambre des parlements américains. Je peux vous dire que les gars, ils étaient un peu séchés, hein, les membres de la commission, hein, parce que ce qu'ils entendaient, ils n'arrivaient pas à croire leurs oreilles. C'était du concret, c'était du solide. Alors visiblement, on pourrait croire qu'ils vont débarquer. Alors, on pourrait croire qu'ils vont nous empêcher de faire les cons. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont le faire, parce que s'ils choisissent de nous laisser tomber sur ce coup-là, on est mal barré. Enfin, en tant qu'espèce humaine, on est mal barré. Non, parce que les terriens n'arrêteront pas hein, avec leur nucléaire. Hein, visiblement, non, ils sont... on est le reste de cons. Excusez-moi. Hein, mais, c'est vrai. Oui, mais complet. Voilà, tout le monde cherche à avoir les armes nucléaires. Et puis pourquoi faire? Pour pas l'utiliser? Un jour, il y a un crétin qui va l'utiliser, peut-être à grande échelle. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'ils vont intervenir? À quel moment ils choisiront d'intervenir et pourquoi? Ah, ça, c'est leur plan. Mais ils peuvent très bien, et ça, je suis très affirmatif, et Dolores Cannon le confirme également. Et j'invite ceux qui le peuvent à lire ses ouvrages, qui ne sont pas toujours traduits en français, enfin, pas jamais. Ils peuvent littéralement décider de nous laisser vivre notre vie, et si on doit détruire la planète, on la détruit. Et avec nous, avec. Et c'est déjà arrivé quand même un grand nombre de fois, rien que dans notre galaxie. On détruit notre biosphère, et donc on s'autodétruit, et on est complètement éradiqué jusqu'au dernier. Voilà. Et c'est pas grave d'un point de vue cosmique, hein. C'est absolument pas grave. Même d'un point de vue de notre point de vue, parce que on ne prend que des enveloppes, on ira s'incarner ailleurs. Oui, bien sûr, vu comme ça, c'est sûr. Hein. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème justement avec ce nucléaire par rapport au voisinage, je veux dire, aux autres dimensions, par exemple? Est-ce que ça... Non, moi je crois pas. Encore une fois, quand je dis je crois pas, je pèse mes mots, je ne crois pas. J'ai aucun élément qui me dise que, vous savez, dans votre corps astral, enfin, quand vous êtes débarrassé de la matière éthérique qui vous colle à la peau, enfin, à la peau astrale, il n'y a pas grand-chose qui vous atteint. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que les radiations nucléaires, ça me chatouille quoi que ce soit quand je suis vraiment dans le corps de lumière. Voilà. Non. Ça dépend de quoi on parle. Si c'est de la dimension éthérique, peut-être. Si c'est de la quasi-matière. Alors, moi, je sais pas, mais bon, je crois pas. Est-il vrai que nous bénéficions de technologies extraterrestres depuis les années 50, 60? Oui. Corso l'a très bien raconté, mais je crois que c'est vrai, et puis ça m'a été confirmé par une autre source très sûre dont je ne parlerai pas. Lieutenant Corso a raconté comment il avait pris toutes les vieilleries qu'il avait trouvées à Roswell pour essayer de les recycler, pour essayer d'inspirer certains industriels américains. Ça donnait Kevlar, les fibres optiques et tout ça. Alors, ça a accéléré les choses comme dans Terminator. Voilà. Donc tout ça, oui, je suis convaincu que c'est vrai. Mais vous savez, moi là, j'ai tenu entre mes mains plusieurs fois des gros morceaux de matériaux qui n'avaient pas été fabriqués sur Terre. Hein. Donc voilà, je veux dire, c'est du concret. Voilà. C'est comme ça. Que dire d'autre sur le monde extraterrestre? Quelque chose d'important qu'on aurait oublié? Quand on fait la différence entre eux et nous, on commet une énorme erreur. On divise vraiment le cosmos mais comme d'habitude, l'être humain, il est comme ça. Il est une énorme stupidité. On le voit avec les événements. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des gens qui croient qu'ils vont gagner leur paradis, alors qu'en fait, ils sont en train de gagner leur enfer. C'est le contraire. Ils vont descendre dans les limbes à bon moment, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. C'est là où ils sont actuellement, vous voyez. Ils vont pas y rester l'éternité, parce que, c'est comme ça, hein, ce sont des abrutis. Mais ils sont pas au paradis du tout, hein. On sait où ils sont, et ils me font pitié, forcément. Ils sont là où ils sont programmés d'aller, ce sont des crétins. Donc je reviens à ce que je disais, effectivement, on a été aidés, on l'est encore. Il faut savoir que notre évolution technologique est assistée, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils décident qu'on aura ça, et ils se débrouillent pour qu'on l'ait. Ils décident qu'on n'aura pas ça, et ils se débrouillent pour qu'on ne l'ait pas. Alors, le transistor, par exemple, alors c'est le technicien de la radio qui me parlait de ça, parce que lui, il est très très technique. Il me parlait des lampes. Quand on avait des postes à lampes, on avait fait évoluer les lampes, on avait trouvé à les miniaturiser, puis d'un seul coup, le transistor est arrivé. Oui, alors il y avait déjà des pistes. Il faut bien comprendre qu'on est capable de copier une technologie qu'à partir du moment où on a déjà un petit peu avancé. Donc il y avait déjà des pistes pour arriver vers le microprocesseur. Mais chaque fois qu'on tombe sur une technologie dont on n'a même pas les fondements, on est un peu comme un singe qui regarde un téléphone portable. On se demande quoi en faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un mot sur le changement de fréquence de la Terre. On nous parle souvent de la résonance de Schumann. Oui, alors écoutez, je sais pas, moi là, ça donnerait quoi? Ça, une prise de conscience, une évolution de la conscience de l'humanité? Moi, les événements récents, mais peut-être que c'est mon caractère, je dis que l'humanité globalement, elle est d'une immense stupidité, et que ça change pas beaucoup. Maintenant, je vois quand même une frange de la population, alors j'ai pas de point de comparaison, donc il y a 150 ans, j'étais pas
qui devient plus sensible à l'énergie, par exemple, même si c'est la fréquence immédiatement supérieure. Et il semblerait qu'il y ait quand même des gens qui soient de plus en plus lucides et qui sortent des systèmes de croyances. Mais ça reste une toute petite minorité. Mais c'est bien de celle-là dont je compte m'occuper prochainement. Voilà. D'accord. Alors vous avez une actualité particulière qui se déroule dans la région toulousaine, à Balma. Oui, c'est à Balma, oui. Écoutez, j'ai découvert quelque chose de très étonnant mi-octobre, en fait, c'était mi-octobre. Et c'est une technologie qui a été inventée par deux Autrichiens, deux médecins autrichiens, dont un neurologue et un psychologue tunisien. C'est un système qui permet, d'après eux, d'activer la glande pinéale avec des fréquences lumineuses, des harmonies très très particulières. Et en fait, quand j'ai testé ça, je n'avais aucune idée de ce que j'allais expérimenter, parce que je me suis soumis à la technologie sans avoir la moindre idée de ce que ça pouvait faire et sans m'en soucier, en me disant que comme pratiquement tout ce qu'on pouvait faire dans ce domaine-là, ça n'allait pas faire grand-chose. J'ai été immensément surpris. Alors là, les bras m'en sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette technologie, elle est absolument prodigieuse. Je ne peux pas l'expliquer en termes de théorie, pourquoi elle fonctionne, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle fonctionne et qu'elle active des choses qui sont totalement incompréhensibles. Et c'est immédiat, c'est-à-dire c'est dans la seconde ou dans les secondes qui arrivent quand on met les fréquences, quand on met les harmoniques. Alors ça se présente comment? Ça se présente sous la forme d'une lampe complexe qui va envoyer un certain type d'harmonique vers le visage, et on regarde cette lampe les yeux fermés. Donc d'après la théorie, et ça m'a été dit également par d'autres personnes, donc des gens à qui j'ai confiance, à partir de cet instant où vous fermez les yeux, c'est la glande pinéale qui va s'activer et résonner avec la fréquence qu'elle reçoit. Et dans le concret, écoutez, moi quand ça m'est arrivé, j'ai découvert de manière sidérée que j'étais dans un univers de couleurs absolument prodigieuses et que je vivais un voyage que j'aurais jamais imaginé dans le corps physique. Et donc j'ai renouvelé l'expérience avec un ami quelques jours après, un jeune ami qui a 22-23 ans, en disant écoute, je te dis rien, mais bon, passe par ça. Enfin si, je lui ai dit que j'ai quand même dit que j'avais vécu quelque chose de particulier. Et donc il a testé, il a été absolument époustouflé. On a vécu un tas de choses inexplicables avec ça, et ça dépasse même la stricte expérience visuelle. Donc j'ai une espèce de révélation, parce que je me suis rendu compte que cette technologie, elle avait une capacité à reprogrammer littéralement les neurones. Je l'ai vu sur moi. Je me suis senti dans un état très particulier, c'est pas un état d'excitation, mais un état de plus grande lucidité, de sérénité, et sur d'autres, ça a ouvert des portes spirituelles, sur d'autres que je connais. Donc à partir de là, j'ai décidé d'acquérir cette technologie, et avec une autre, d'utiliser c'est vraiment cette technologie pour l'ouverture spirituelle et le progrès spirituel. Donc je commence à faire c'est la première fois que je bascule dans le mercantilisme, c'est ça. Jusqu'à présent, je dois passer 2 heures par jour à expliquer gratuitement à mes lecteurs toutes les questions qu'ils peuvent me poser. Dieu sait s'ils m'en posent. Et là, d'un seul coup, parce que cette technologie coûte cher, j'ai investi quand même des sommes assez importantes dans celle-là et dans une autre. Et donc, je vais demander aux gens de contribuer tout simplement. Mais je tiens à ce qu'ils découvrent que ces technologies peuvent littéralement les placer sur orbite pour aller plus loin dans le domaine de la recherche spirituelle. Donc je vais commencer à Toulouse, plus exactement à Balma, après-demain. Et ensuite, il y aura une session à Paris. Et la plupart des gens, je dis bien la plupart, qui passent par cette expérience-là, sont absolument sont très très impressionnés. Enfin, c'est une expérience assez... je ne peux toujours pas la qualifier. C'est plus qu'étonnant, c'est d'une extrême puissance. Il y a tous les renseignements sur ma page Facebook. Ce qui est en lien sur le site de la radio, de toute façon. Et sur vous avez mis un lien, là, on m'avait dit, voilà. Donc, je veux dire, dans cette pauvre humanité qui est en train de se débattre avec des problèmes d'islamisme, de tuerie collective et d'obscurité, vous vivez avec cette technologie qui s'appelle Lucia, une expérience de lumière profonde, de lumière transcendante, ce que j'appelle la lumière divine, qui rappelle sincèrement ce qu'on voit dans les mondes supérieurs, dans les sorties hors du corps. Oui, parce que vous avez l'habitude, quand vous sortez... tout à fait. J'aurais jamais pensé pouvoir voir de telles couleurs bien immobilisées dans mon corps physique. Donc je suis encore extrêmement étonné de ce que j'ai vécu. J'ai eu 4 expériences et je compte en mener d'autres. Et pour tout vous dire, il y a une espèce de synchronicité. La personne qui me fournit cette technologie, elle vient juste d'arriver chez moi alors je vous parle là, il y a 5 minutes. Voilà. D'accord. Voilà. Donc tous les renseignements sont sur le site internet, il y a encore quelques places. C'est payant, mais pour les gens qui ont le désir sincère d'ouvrir leur spiritualité, on trouvera toujours des arrangements. Parce que le but, c'est pas de devenir riche à milliard. Vous imaginez. Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai d'autres moyens de gagner ma vie. Mais là, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai investi de l'argent, donc c'est normal qu'il y ait une espèce de contribution. Oui, puis il faut louer les salles. Il y a les salles à louer. Oui, il y a les salles à louer, les gens à payer, parce que c'est normal que les gens travaillent
Bien sûr. Voilà. D'ores et déjà, j'ai des demandes un peu partout, en France et à l'étranger. Donc, mais on va mener un vrai protocole d'étude pour voir les effets de cette technologie. D'accord. Voilà. Alors, une dernière question à propos justement de cette lampe. Vous parliez de gamme de couleurs. Alors, vous avez vu des gammes de couleurs extraordinaires, mais est-ce que vous avez vu, je sais pas, des paysages? Est-ce que vous avez vu des gens? Est-ce que étonnant. Voilà. On parle de détails hypnogéniques ou quelque chose comme ça, ou d'effets kaléidoscopiques. Mais bon, ce qu'on voit, on voit des choses comme ça. On voit des figures géométriques, mais avec une précision inouïe. Hein, on est sur de la très très haute définition. Mais on a également, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on voit des paysages, on voit des visages, on voit bien d'autres choses. Et personnellement, je ne l'explique pas. Donc je ne suis pas au stade de l'explication, je suis au stade de l'observation pour en mesurer les effets. Je vois très très bien qu'au niveau énergétique, ça monte la vibration de base du corps énergétique. Et donc je l'utilisais comme tremplin. Quoi que soit cette technologie-là, elle produit cet effet-là, donc je l'utilise comme tel. D'accord. Écoutez, vous nous tiendrez au courant parce qu'on est quand même... là, je vous invite à vivre l'expérience vous-même. J'ai Pascal qui est avec moi aujourd'hui, il y a quelque chose à Nice, il a la technologie Lucia à Nice. Et je vous invite d'aller vivre l'expérience avec lui. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment spécial, extraordinaire. Hein. Ça nous intrigue vraiment. Hein. Ah ben faites-le, et vous en parlerez mieux après. Pas de problème. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Oui, alors on vit en ce moment une époque d'obscurité. Je me suis vraiment rendu compte avec les événements de Paris que circulent sur Internet des absurdités les plus totales. Alors on pensait qu'Internet allait libérer l'intelligence, en fait elle l'emprisonne. La contestation, la négation de l'évidence circule sur Internet. Par exemple, il circule des idées comme quoi ces assassins, abrutis, dangereux, stupides, primaires, seraient manipulés par le gouvernement français. C'est une absurdité. Ou réagissent sous fausses bannières. C'est une imbécilité prodigieuse. Enfin, etc. Les gens cherchent des trucs alors que l'évidence est sous leur nez. Donc, vous me demandez si l'humanité est en train d'évoluer? Non, non. Beaucoup d'enfants pensent que c'est douteux ce qu'ils voient à la télé. Ils n'utilisent pas leur intelligence. Et je dis que l'humanité stagne. Voilà. Ou alors, on parle d'une toute petite frange de la population qui est consciente. Donc, notre boulot, pour ceux qui auront vaguement compris quelque chose, c'est d'essayer pour les gens qui sont capables d'entendre et de vivre l'expérience en direct, on sort du système de croyance et leur dire, écoutez, voilà, on va être capable de vous faire progresser, de vous mettre les mains dans autre chose. Et Lucia, la technologie Lucia va permettre de faire ça. Ça va montrer aux gens en direct qu'il y a autre chose. Alors quoi? Ils vont découvrir peut-être par leurs moyens, par leurs propres moyens, mais ils vont découvrir par eux-mêmes qu'il y a bien des choses à découvrir et que c'est franchement faisable. Vous voyez? D'accord. Donc toutes les informations, on peut les retrouver sur votre site qui est en lien donc sur le site de la radio. Il suffit de cliquer sur la première page. Merci Marc Auburn et à très bientôt. Merci, à bientôt. Fréquence Évasion.